Mesdames, Messieurs, merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie du New World Forum. Nous recevons cette semaine le ministre togolais en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Badilem Bainam Bawara. Nous parlons des 100 jours du gouvernement nouveau, du gouvernement de Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe, sous l'angle du département de la fonction publique. Et pour cette seconde partie, nous avons promis revenir sur la situation du secteur de l'éducation avec quelques mouvements d'humeur. Monsieur le ministre, vous êtes au courant, une catégorie de fonctionnaires continue de manifester des mouvements d'humeur. Il s'agit notamment des enseignants. Certains cherchent à entrer en grève. Il y a eu même quelques grèves déjà dans le contexte de la pandémie. Quel est le nœud du problème des enseignants? Pourquoi ce problème est insoluble, monsieur le ministre? Merci, monsieur Boko. Je voudrais d'abord rappeler l'importance que revêt l'éducation dans notre pays, parce qu'il s'agit à la fois de former, d'encadrer nos enfants, nos jeunes, et les préparer à leur avenir. Donc, l'éducation est importante. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement y consacre beaucoup de ressources et de moyens. Je voudrais particulièrement m'appesantir sur ce qui a été fait ces dernières années. En janvier 2018, le gouvernement avait mis en place un groupe de travail qui a examiné de manière approfondie l'ensemble des préoccupations et des défis du secteur de l'éducation et formulé des propositions. Sur la base de ce travail, il y a des améliorations supplémentaires qui ont été apportées à la fonction enseignante et à la condition enseignante. Il faut souligner que l'enseignant fonctionnaire jouit d'un certain nombre de privilèges et d'avantages dont ne jouissent pas les autres catégories de fonctionnaires. Si vous et moi, nous avons le même diplôme, dans la même discipline, nous passons un concours de recrutement comme fonctionnaire de l'État. Vous passez le concours pour devenir enseignant, moi je passe le concours pour devenir fonctionnaire dans l'administration. Et si nous sommes admis à ce concours, vous êtes classé en catégorie supérieure par rapport à moi, immédiatement à l'entrée. Ça, il faut le souligner. Qu'à l'entrée déjà, il y a cet avantage-là qui est accordé aux fonctionnaires enseignants. Les primes ont été améliorées. Nous avons maintenant une prime d'incitation à la fonction enseignante. Sans oublier toutes les autres revalorisations qui peuvent être faites en faveur de tous les fonctionnaires et qui s'appliquent également aux fonctionnaires. Lorsque la valeur indiciaire a été relevée le 1er janvier 2020, cette revalorisation s'est appliquée également aux enseignants, en plus d'une allocation de 1 milliard de francs faite en 2018 et indexée à leur salaire, d'une autre allocation exceptionnelle et ponctuelle de 2 milliards en 2019, qui a été distribuée à l'ensemble des enseignants du secteur public, conformément aux critères de répartition que eux-mêmes, les organisations, les fédérations des syndicats des enseignants, avaient proposé à l'État. Récemment, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a fait en faveur des enseignants volontaires des établissements publics, mais également d'autres enseignants volontaires. On a fait en sorte qu'ils puissent bénéficier de la prime novicie. Ils ont bénéficié de ça. Et depuis le mois de novembre, le gouvernement, notamment les ministres concernés, ont engagé des concertations et discussions avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Les fédérations des syndicats des enseignants, les organisations syndicales, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, l'Union nationale togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants, et naturellement les responsables de l'enseignement confessionnel. Et sur la base de ce travail-là, des doléances et plaidoyers additionnels ont été faits à l'endroit du gouvernement.
Et lors d'une réunion le 11 janvier 2021, le gouvernement s'est engagé à accorder une gratification exceptionnelle aux enseignants du secteur public sur la période 2021-2026. Le montant de cette gratification exceptionnelle sur 5 ans n'est pas encore déterminé, mais le principe est acquis et a été annoncé aux parties prenantes aux concertations. Je voudrais aussi souligner que c'est sur la base des discussions du groupe de travail qu'un protocole d'accord a été signé le 19 avril 2018 et que le statut particulier du cadre des enseignants a été adopté en août 2018 et est en vigueur depuis son adoption, en août 2018. Alors, face à tous ces efforts, si des enseignants, individuellement ou collectivement, ont des préoccupations et souhaitent que cela soit pris en compte dans le cadre des discussions qui sont structurées, ils peuvent librement le faire. Ils peuvent librement le faire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, maintenant, quand vous avez d'un côté tous les efforts qui ont été faits, des discussions qui sont toujours en cours entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs, et que toutes ces parties prenantes aux concertations et aux discussions en cours demeurent ouvertes à toute contribution que pourraient formuler des enseignants individuellement et collectivement. Ça, ce sont des choses, ce sont des acquis importants. Il y a une organisation qui est née, dont le statut reste encore imprécis et inconnu, parce que du point de vue du droit du travail, pour créer une organisation syndicale, on n'a pas besoin d'un récépissé du ministère de l'administration territoriale. Alors, si des gens veulent à la fois avoir un statut d'organisation syndicale, tout en cherchant un statut d'association, il est évident que cela nécessite, de toute façon, toute requête d'un récépissé comme association fait l'objet d'un minimum d'investigation. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais le simple fait qu'il y ait une confusion sur le statut exact que les gens voudraient avoir, et qu'ils ont d'ailleurs la possibilité de clarifier. Il appartient aux initiateurs de l'organisation concernée de dire qu'est-ce qu'ils sont exactement. Est-ce qu'ils sont un syndicat ou ils veulent être une association? S'il y a eu une méprise dans le suivi des formalités et des procédures, ils peuvent facilement clarifier cela. Cette confusion existe à ce jour. Deuxièmement, le décret de 1991 régissant le droit de grève dit que la grève doit être déclenchée par une organisation syndicale représentative sur le plan national. Alors, pour une organisation dont le statut est encore imprécis et dans la confusion, pour une organisation qui aurait été créée dans le contexte sanitaire actuel, on ne sait pas comment, il va sans dire qu'il est difficile de déterminer et d'apprécier sa représentativité du point de vue du décret de 1991 régissant le droit de grève. Enfin, le préavis de grève, vous avez parlé, les gens, j'ai vu un document circuler qui parle d'une grève le lundi. Le document date du 21 pour une grève qui aurait lieu le 25. Il va sans dire que le délai de préavis ne serait pas respecté. Si je prends les deux documents qui émaneraient de cette organisation, un document du 15 janvier, le document du 21 janvier, en tout et pour tout, j'ai écrit formellement au responsable de cette organisation pour lui faire part de notre analyse, que sur la base de tout ce que je viens d'indiquer, les efforts qui ont été faits, les discussions en cours, et le fait que leur plateforme revendicative concerne en substance des sujets qui sont sans objet et sans aucun fondement. Et sur cette base-là, de manière formelle, je leur ai indiqué qu'une grève déclenchée et observée sur la base de
des motifs indiqués dans le préavis de grève serait illégal. Naturellement, je l'ai fait en ma double qualité du ministre chargé de la fonction publique, mais également du ministre chargé du travail. Parce que quand il y a des difficultés sur la question de la grève, c'est au ministre chargé du travail qu'il faut s'en référer. Il s'agit d'une décision claire, précise, indiquant que toute grève serait illégale avec toutes les conséquences et tous les effets qui s'en suivent. Bien entendu, comme nous sommes dans un état de droit où il y a la justice, les concernés ont la possibilité de contester ma décision en utilisant les voies de droit qui sont disponibles. Il en découle que s'il y avait une grève, effectivement, cette grève serait illégale et que le gouvernement tirerait toutes les conséquences. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour souligner que le statut particulier auquel j'ai fait référence, adopté en août 2018, dans ses dispositions des articles 81 et suivants, pourrait éclairer et édifier. J'ai d'ailleurs attiré l'attention des responsables de l'organisation concernée sur les conséquences. Quand on a des attitudes et des agissements qui sont contraires à ce qui est attendu d'un enseignant, naturellement, l'État, en tant qu'employeur, a la possibilité d'en tirer toutes les conséquences. Oui, mais justement... Les sanctions peuvent varier. Si c'est des fautes qui sont légères, on peut aviser. Éventuellement, les gens peuvent être affectés à d'autres secteurs de la fonction publique. Naturellement, en tombant sous le coup des dispositions de la fonction publique générale, c'est-à-dire en termes de grade. Et en cas de nécessité, des mesures beaucoup plus restrictives peuvent être prises. Oui, je voudrais enfin dire que dans le cadre du mécanisme de dialogue, de concertation que nous avons mis en place et qui associe toutes les parties prenantes, tous les acteurs du système éducatif, nous avons pris soin au cours des réunions que nous avons eues depuis le 6 novembre de partager avec nos interlocuteurs les priorités du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Ces priorités, c'est de continuer à recruter annuellement parce que les déficits actuels en personnel enseignant sont importants. Les enseignants volontaires qui ne touchent presque rien dans beaucoup d'établissements publics représentent pratiquement 30% des effectifs au total. Ce n'est pas acceptable. Donc, il faut continuer à recruter. Il faut continuer à mieux former les enseignants, qu'il s'agisse de la formation initiale, de la formation continue et des possibilités de perfectionnement. Deuxièmement, nous sillonnons notre pays et nous voyons qu'il y a encore des abris de fortune qui constituent des salles de classe, des appartements, des hangars. Il faut même moderniser les établissements bien construits en tenant compte de la nécessité de les équiper avec des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que les gens puissent étudier dans de bonnes conditions. Il y a la réforme du curricula et du système éducatif. Parce que nous constatons que beaucoup de nos jeunes ont une formation, ont des diplômes qui ne correspondent à rien par rapport à notre potentiel économique et au marché de l'emploi. Alors, face à tout cela, il y a des priorités qui ont été définies et nous nous sommes engagés à continuer à améliorer progressivement la condition enseignante chaque fois que de besoin. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit d'ailleurs cette gratification exceptionnelle dont le principe est déjà acquis et annoncé aux interlocuteurs. Donc, je dirais tout simplement que les personnes concernées, si leur souci est de voir certaines de leurs préoccupations, celles qui seraient pertinentes, être prises en compte, ils ont la possibilité de saisir le gouvernement, de souhaiter même à être invités pour participer aux discussions. Ils ont la possibilité de saisir les fédérations qui participent à ces concertations et à ces discussions. Ils ont la possibilité de saisir les centrales syndicales. Ils ont même la possibilité de saisir le Conseil national du dialogue social qui peut aider à ce que les uns et les autres comprennent le bien fondé de ce qui est actuellement fait. Alors, maintenant, si des gens veulent
qui se sont essayés dans d'autres domaines, notamment comme candidats à des élections ici et là, croient pouvoir recycler leurs ambitions politiques dans le secteur de l'éducation et dans le syndicalisme, bon, libre à eux de le faire. Mais je veux indiquer et rappeler la disponibilité du gouvernement, la volonté du dialogue qui nous anime, la volonté d'écoute qui continue à nous animer, mais l'engagement à être ferme et responsable. Mais la volonté de dialogue, vous l'avez dit, mais il est plus simple de convoquer, par exemple, le mouvement en question. Vous faites allusion au syndicat dit syndicat des enseignants du Togo. Ouais. Alors, est-ce que ce n'est pas plus simple pour vous de les inviter à discuter plutôt que de procéder à des interpellations, hein? Est-ce que vous n'en rajoutez pas inutilement la tension dans le pays? Qu'est-ce qui justifie ces interpellations, aller les chercher dans des lieux de réunion? Est-ce que vous en avez franchement besoin? Qu'on soit journaliste, qu'on soit ministre, qu'on soit enseignant, qu'on soit syndicaliste, ne prémunit pas en cas de violation des lois. Si vous posez des actes répréhensibles et punissables par la loi, vous devez vous attendre aux conséquences. Donc moi, je ne veux pas mêler ce qui se passe du point de vue des investigations policières ou judiciaires. Je crois qu'un certain nombre de charges a été retenu contre les personnes concernées. Ils ont la possibilité de se défendre. Et s'ils se défendent, donc, ne m'amenez pas à me prononcer sur ce genre de questions. Donc, je ne crois pas. Et nous avons... Oui, mais vous êtes le ministre du dialogue social, parce que le dialogue, est-ce qu'il ne vous revient pas aussi d'aller arracher ces enseignants qui sont utiles dans les salles de classe et nous avons œuvré au niveau du gouvernement, parce que nous voulons aussi continuer à respecter l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires. Cela étant, nous avons œuvré pour une mesure de décrispation et d'apaisement. Oui, c'est ainsi que certaines des personnes ont été libérées. Oui, mais je voudrais même vous dire que nous pouvons être fiers d'avoir un gouvernement qui est animé par une volonté de dialogue. Nous n'allons pas nous vanter, mais si vous demandez aux partenaires sociaux, notamment aux organisations syndicales, avec lesquelles nous allons chaque année, en dehors de la période de crise sanitaire, à Genève, aux réunions annuelles du Bureau international du travail, je vous assure que les syndicalistes des autres pays sont envieux des syndicalistes togolais quand ils voient la manière dont les autorités gouvernementales travaillent dans un esprit d'écoute et de dialogue avec les syndicats togolais. Mais est-ce que ce n'est pas moins envieux quand on a envoyé, par exemple, un enseignant, il est sur la voie de la prison, on a parlé du conseiller de ce syndicat qui se trouve à Kara, alors que les autres ont été élargis pour les mêmes causes? Non. Moi, je ne sais pas quelles sont les charges retenues à l'encontre. L'infraction est individuelle et personnelle. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des infractions collectives. Mais de toutes les façons, si ça se ressemblait, chacun est jugé en fonction des actes qu'il a posés. Donc, je ne veux pas entrer sur le fond et apprécier qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Je voudrais tout simplement dire à nos frères et sœurs enseignants, être enseignant ou être syndicaliste ou prétendre l'être ne prémunit pas si on pose des actes répréhensibles. Deuxièmement, je voudrais leur réaffirmer notre volonté d'ouverture, de dialogue, de concertation et aussi, en même temps, attirer leur attention sur les conséquences et les effets qu'auraient des agissements contraires aux lois et règlements applicables au Togo. Et cela se fera véritablement de manière la plus rigoureuse, la plus ferme, mais sans volonté de persécution ou sans volonté de nuire, non. Ça, c'est vraiment, il faut aussi que cela soit clair. Et je ne souhaite pas que demain, vous et moi, nous soyons en train de débattre. Faudrait-il envisager des mesures d'apaisement, de clémence, parce que telle personne aurait... Non. Dès lundi, je crois que le ministre des Enseignements primaires a donné une indication aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, aux DRE. Et les instructions qui ont été données sont d'ailleurs conformes aux dispositions pour relever du statut des grévistes, du statut particulier. Et d'ailleurs, le statut particulier indique
qu'on n'a plus le droit de mener des activités sous forme de grève dans les enceintes des établissements et dans leur périmètre et abord immédiat. Donc, les gens qui ont parlé, par exemple, de sit-in dans des établissements, tout ça là ne relève plus des activités syndicales ou des activités de grève. Non, peut-être éventuellement, ça tombe sous le coup des lois et règlements relatifs aux manifestations publiques avec les conséquences qui en découlent. Donc, il faut que nous apprenions à nous discipliner, à être rigoureux, parce que c'est la seule condition qui va permettre au pays d'avancer. Et d'ailleurs, le protocole d'accord lui-même a établi un lien entre le climat d'apaisement, de sérénité en milieu scolaire et éducatif, et de façon générale, le climat de paix, de sécurité et de stabilité qui doit régner dans notre pays par rapport à la mobilisation des moyens et ressources pour répondre aux défis et aux préoccupations qui sont posées. Donc, il faut que nous soyons cohérents. Donc, évitons de poser des actes qui compromettraient la possibilité de mobilisation des moyens conséquents pour répondre aux défis de l'éducation. Monsieur le ministre, il nous parvient beaucoup de questions sur ce sujet. On va profiter pour prendre quelques-unes avant d'avancer dans notre débat. Par exemple, on m'a demandé à la réalisation de nous envoyer la question du 91 33 74, 91 33 74. Il nous dit, je voulais vous poser donc une question, monsieur le ministre, dans une note adressée au secrétaire du syndicat des enseignants du Togo. Il dit le statut particulier des enseignants est en vigueur, qu'il nous dise de quel statut particulier il s'agit, si c'est celui des enseignants. Qu'est-ce qui a changé chez les enseignants et depuis quand il a été mis en vigueur? Non, je l'ai indiqué tout à l'heure, le statut particulier a été adopté et promulgué depuis août 2018. Alors, je crois justement que c'est peut-être ce genre d'incompréhension, de malentendu qui a pu induire certains enseignants en erreur. Est-ce que pour s'informer de la mise en vie, de l'application du statut particulier, il faut aller en grève? Non. On peut rechercher auprès des services du ministère des enseignements primaires et secondaires, auprès du ministère de la fonction publique, pour être édifié. À supposer qu'il y ait des besoins de clarification et de précision de certaines dispositions. Nous sommes disponibles pour le faire. On ne déclenche pas une grève sur la base de fausses informations. Parce que quand la plateforme donne le sentiment qu'il n'y a pas de statut particulier en application, ben c'est totalement faux. Et ça, ce n'est pas acceptable, sauf à être animé d'un esprit malveillant. Il y a beaucoup de questions qui interrogent la mise en vigueur effective de ce statut particulier. Est-ce que, franchement, il est en vigueur ou... Il est en vigueur, il est en application. Et c'est ce statut, certaines dispositions de ce statut qui s'appliqueraient à tout provenant à un certain nombre de règles et de principes à partir de ce lundi. C'est parce qu'il est en vigueur qu'il sera appliqué. Et il sera appliqué à la fois intégralement et scrupuleusement. Et j'attire surtout l'attention sur les dispositions des articles 81 et suivants. Donc, ils ont la possibilité de lire ça attentivement. Et puis, mes services, moi-même, ainsi que mes collègues chargés de l'enseignement primaire et secondaire sont disponibles. Nous sommes disponibles à la fois même pour accueillir certaines des personnes concernées dans le cadre structuré et formel qui existe et qui nous permet de continuer les dialogues, de poursuivre les concertations sur les défis et les préoccupations du système éducatif. Ces mouvements d'humeur interviennent dans un contexte de pandémie. Alors, est-ce qu'il est possible pour le gouvernement de vouloir négocier un moratoire sur ces mouvements sociaux? Je ne crois pas qu'un moratoire doit être imposé de manière unilatérale. Non. À partir du moment où nous avons choisi la voie du dialogue et de la concertation, moi, je suis confiant dans les partenaires sociaux que le gouvernement a en face de lui. Les organisations syndicales des enseignants, les centrales syndicales avec lesquelles nous discutons, et de manière générale sur l'ensemble des défis auxquels le monde du travail est confronté, je suis confiant sur notre capacité à nous accorder et à éviter un certain nombre de mouvements ou d'agissements
Et bien entendu, nous tirons également les enseignements par rapport à certaines insuffisances qui apparaissent dans notre législation et dans notre réglementation. Dans les semaines qui viennent, nous allons, sur la base du nouveau Code du travail, apporter des précisions et des clarifications en ce qui concerne à la fois ce que signifie la représentativité d'une organisation syndicale. Ainsi, il n'y aura pas d'équivoque. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'exercice du droit de grève de manière générale, y compris dans le secteur de l'éducation. Je crois bien, hein, il faudra qu'on refasse une émission tout entière sur la question du statut particulier. Je suis disponible. Parce que ça suscite beaucoup de questions ici. Justement, et c'est légitime. Que vous confondez le PA au statut particulier. Qu'est-ce qu'il appelle le PA? Le protocole d'accord? Le protocole d'accord a été signé le 19 avril 2018. J'avais été le président du groupe de travail. Nous avions présidé ça et tout le travail avait été effectué sous l'autorité du Premier ministre. Et le statut particulier, c'est un décret qui a été adopté en Conseil des ministres en août 2018 et il est en vigueur depuis lors. Merci pour la précision. Alors, au besoin, j'encourage. Je sais que beaucoup d'organisations syndicales des enseignants ont fait un travail d'information, de sensibilisation. S'il le faut, nous pourrions mettre à la disposition des établissements copie du statut particulier et leur permettre de les lire. Mais j'encourage les uns et les autres, notamment ceux qui seraient tentés de suivre des mots d'ordre illégaux et infondés, à lire le statut particulier d'août 2018 avant de poser des actes qui pourraient leur être préjudiciables. Alors celui-là, il nous demande quel est aujourd'hui, en termes de jouissance, le statut particulier des enseignants qui serait entré en vigueur. Mais ce statut particulier, c'est une centaine d'articles. Donc je ne veux pas singulariser un article au dépend. Pourquoi il y a des doutes sur sa mise en vigueur? L'information n'est pas passée? Non, je crois que c'est un déficit d'information peut-être de notre part, il faut l'admettre. Mais je dis, c'est peut-être le manque de curiosité des enseignants concernés d'aller à l'information. S'ils avaient des doutes, qu'est-ce que cela leur coûte d'interpeller le ministère de la fonction publique, d'interpeller leur ministère de tutelle et même d'interpeller leurs camarades qui sont dans la fédération des syndicats des enseignants. Alors, je ne crois pas que, monsieur Boko, vous conviendrez avec moi qu'on ne déclenche pas une grève parce qu'il y a une méconnaissance des textes et des lois qui ont été adoptés régulièrement et qui sont en application. C'est éventuellement un problème qui peut être réglé, mais pas de la manière dont les gens le croient. Une dernière question sur ce sujet, on évolue. 90 24 62, est-ce qu'on peut l'avoir, la question? 90 24 62, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous remercions les initiatives du gouvernement pour le bien des enseignants, mais pourquoi change-t-on le nom de prime ou indemnité pour devenir gratification, puisque l'enseignant ne réclame aucun cadeau, mais un droit acquis pour les enseignants dans le protocole d'accord? Pourquoi une relecture du protocole d'accord, c'est-à-dire que le travail fait par les uns en 2018 était-il bâclé ou plutôt que ça n'arrange pas le gouvernement? C'est pour cela qu'il décide de modifier les clauses. Non, je voudrais rassurer l'intervenant et lui dire qu'il n'y a pas de requalification, il n'y a pas de changement. Et naturellement, parfois les gens ne connaissent pas non plus les règles et les principes qui régissent la gestion des finances publiques. Alors donc, moi je suis disponible, mes services sont disponibles. Mes collègues chargés des enseignements primaires et secondaires sont disponibles parce que dans le cadre d'une émission comme celle-là, nous ne pourrions pas apporter toutes les explications. Donc, nous restons disponibles. Les gens peuvent venir. Moi-même, je les recevrai. Celui qui parle, il a la possibilité de m'interpeller. Je lui répondrai. Même s'il m'écrit, je lui répondrai pas écrit. S'il m'appelle, je répondrai, je lui donnerai des explications. Et s'il vient à mon bureau, je le recevrai moi-même et je lui apporterai toutes les clarifications et explications qu'il mérite. Monsieur le ministre, nous sommes dans le cadre d'une pandémie, une crise sanitaire, où certains citoyens s'attendent à des mesures d'accompagnement direct, mais c'est durant cette même période qu'il est mis en vigueur des taxes. Par exemple, les taxes sur les véhicules à moteur. Est-ce que la période est propice pour ce genre d'opération? Bon, la question que vous me demandez, c'est s'il faut figer le fonctionnement de l'État.
ou réglementer différemment certaines activités. Mais nous venons d'aborder une question cruciale dans le domaine de l'éducation. Et nous savons que l'essentiel de ce qui est attendu nécessite des ressources et des moyens. Les gens demandent que leur traitement soit amélioré. Nous disons que nous devons continuer à recruter les enseignants, à les former. Nous disons que nous devons construire des salles de classe. Le chef de l'État a donné une indication, des instructions claires. Le ministre des Finances et l'ensemble des ministères concernés, sous l'autorité de Madame le Premier ministre, nous sommes en train de travailler pour sortir un plan de modernisation et de construction des salles de classe. Tout cela nécessite des moyens. Alors, et les moyens sont collectés à travers l'Office togolais des recettes. Et donc, je comprends qu'il puisse y avoir parfois quelques inquiétudes, mais si nous ne faisons pas fonctionner convenablement certaines institutions de l'État, notamment l'Office togolais des recettes, si toutes les taxes fiscales et autres devaient être suspendues, l'État ne pourrait plus fonctionner. Le pays ne pourrait plus avancer. La santé ne pourrait plus être fournie. L'eau ne pourrait plus être fournie. L'électricité ne pourrait plus être fournie. Alors, l'État doit continuer à fonctionner. Les services sociaux doivent continuer à fonctionner. Et pour cela, nous devons comprendre et accepter que les recettes continuent à être collectées. Bien entendu, nous pouvons améliorer aussi le dialogue, la pédagogie envers les opérateurs économiques, notamment les transporteurs, et leur expliquer le bien fondé de cette taxe et la nécessité pour eux de continuer à payer cette taxe. Je voudrais rappeler, nous avions parlé tout à l'heure de la manière dont le gouvernement a géré la crise sanitaire. Vous savez qu'il y a un certain nombre de charges fiscales et sociales, notamment de pénalités qui ont fait l'objet de reports ou de suspensions. Et tout cela pèse sur les ressources de l'État. Et donc, si nous ne faisons pas attention et nous avons le sentiment qu'à cause de la crise sanitaire, les taxes ne doivent plus être payées, alors là, les services ne pourront plus non plus marcher et tout le monde constaterait que ce n'est pas la meilleure manière de faire. Un des défis du gouvernement reste sans doute la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui a été fait dans les 100 jours pour permettre une meilleure utilisation, une utilisation efficiente de l'argent du contribuable, parfois désabusé par des affaires, à l'instar, vous en avez entendu parler certainement, ce qu'on a appelé le pétrole gate. Vous savez, je ne crois pas que la lutte contre la corruption soit quelque chose qui doit se décréter ou être réalisé en l'espace de 100 jours ou d'une année. Non. Ça doit être une dynamique de long terme qui nécessite d'abord une prise de conscience collective, qui nécessite beaucoup de pédagogie, qui nécessite un changement de mentalité. Et donc, ce travail-là continue à être fait. La pédagogie, la sensibilisation. Mais en même temps, il faut disposer d'un cadre légal et réglementaire et institutionnel adapté pour lutter de manière implacable contre toute utilisation indue de ressources. Alors, c'est dans ce cadre qu'une loi organique sur le médiateur a été adoptée, parce que maintenant, c'est le médiateur de la République qui est chargé notamment de la déclaration des biens et avoirs d'un certain nombre d'agents publics ou de personnes exerçant un mandat électif ou une responsabilité publique. Cela a été fait. Les textes d'application sont en cours d'examen. La Cour des comptes a vu ses attributions être renforcées, compte tenu du fait que nous entrons dans une phase des programmes, des budgets programmes, et qu'un certain nombre d'agents publics qui n'assumaient pas des rôles le mot m'échappe, d'ordonnateurs, sont désormais des ordonnateurs. Donc, le cadre légal, réglementaire et institutionnel est en train d'être étoffé, mais ce qui me paraît le plus important, c'est les comportements individuels, c'est la pédagogie pour attirer l'attention de tout le monde sur l'impact négatif que certains agissements peuvent avoir.
Naturellement, la justice aussi doit faire son rôle. Je ne crois pas que des affaires aient eu lieu et qu'il y ait eu des plaintes et que la justice ait refusé d'engager les poursuites et les procédures adéquates pour éclairer. Vous avez mentionné une affaire. Je ne voudrais pas véritablement en parler parce que parfois ça me fait de la peine. Vous savez, dans le milieu journalistique, il y a parfois cette volonté du sensationnel. Et on s'empare de choses qu'on n'approfondit pas. On ne va pas à l'information et on prend un bout et ça peut induire en erreur. Mais ce sont des Parce lanceurs qu'à d'alerte. à ce stade, non, c'est des alertes, mais quand c'est trop grossier, ça devient insignifiant. Vous voyez? Moi, je sais que l'État n'est pas chargé en tant que tel de la commande des produits pétroliers. Pourquoi l'État est activement et fortement impliqué dans ce processus? Parce que nous parlons de produit stratégique. Il nous est arrivé dans le pays d'être confrontés à des pénuries de produits pétroliers à Lomé et sur le territoire national. Les prix des produits pétroliers doivent être régulés. C'est extrêmement important parce que ça touche à la consommation du grand public. C'est très important. Mais si vous examinez le budget de l'État, vous ne verrez aucune ligne budgétaire consacrée à l'achat des produits pétroliers. Alors, quand on produit un article en donnant le sentiment que l'État utilise les deniers publics pour acheter les produits pétroliers et qu'il y aurait des détournements, de ce fait, je dis, il n'y a rien de plus faux. Oui, mais à la suite de cette alerte, l'État, vous avez demandé un audit dont les rapports ont été rendus publics. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Naturellement, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir parfois des dysfonctionnements et des insuffisances. Et des réformes et mesures adéquates sont en cours pour remédier aux dysfonctionnements et aux faiblesses qui ont pu être, aux insuffisances qui ont pu être constatées. Mais vous savez, donc les ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les syndicalistes s'applique aussi pour les journalistes. Si vous posez un acte répréhensible, ce n'est pas parce qu'on a dépénalisé les délits de presse que les infractions prévues par le code pénal sont pour autant suspendues ou non, ne s'appliquent pas le code pénal. Il lui est appliqué le code de la presse. Écoutez, compte tenu de son statut de journaliste, il y a ça. Il n'est pas poursuivi, ou les gens ne sont jamais poursuivis parce qu'ils sont journalistes, mais par rapport aux faits, aux infractions de droit commun qui leur sont reprochées. Est-ce que c'est possible, justement, quand ils exercent, ils commettent peut-être, entre guillemets, des fautes présumées dans l'exercice de leur fonction? On ne peut pas se tromper sur la qualification de ce délit, monsieur le ministre. Écoutez, ne me demandez pas de me substituer aux procédures et à la justice. Ce que nous, en tant que membres du gouvernement, nous abstenons de faire. Je dis tout simplement, les délits de droit commun s'adressent à tout le monde, qu'on soit journaliste ou pas. Pas aux journalistes dans l'exercice de ses fonctions. Non. Vous savez, justement, il faut éviter d'utiliser sa casquette de journaliste pour... Vous croyez que si nous sortons d'ici et vous faites un accident de la route ou de la circulation, ou vous vous en prenez à un passant et vous lui infligez des voies de fait, non, vous n'allez pas être poursuivi parce que vous êtes journaliste? Non, ce n'est pas dans l'exercice de mes fonctions, mais quand sur le plateau, à la télévision ou dans la presse, on constate qu'il y a eu des fautes présumées, cela relève du code de la presse. Regardez ce qui se passe un peu partout, y compris en France et dans les pays à démocratie avancée. Je ne crois pas que nous fassions quoi que ce soit qui soit illégal ou anormal. Véritablement, je dis que les journalistes pourraient faire preuve de plus de professionnalisme. Et chaque fois que... Si le but est d'alerter, au moins aller à la source de l'information, chercher à vérifier ce qui est dit et écrit avant de le publier. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de questions. Je voudrais qu'on aborde quand même quelques questions politiques.
Et sur le plan politique, les 100 jours ont été marqués par l'arrestation de certaines figures de l'opposition, notamment de mouvement La Dynamique Populaire, Madame Brigitte Adjamabo-Johnson, que vous connaissez très bien. Est-ce que franchement vous croyez qu'une telle dame a pu être coupable d'activités liées à l'atteinte de la sécurité de l'État? Est-ce que cette arrestation était nécessaire? Ces derniers temps, je m'astreins à ne pas trop commenter l'actualité politique et à me concentrer sur ce qui le mériterait. La manifestation qui était projetée à l'époque, c'était une période où, dans ma localité, notamment dans Doufelgou, un certain nombre de jeunes avaient été interpellés parce que, voulant se livrer à un certain nombre d'activités coutumières, les autorités préfectorales leur avaient fait comprendre que, compte tenu de la crise sanitaire et des risques de propagation, il faut éviter de pratiquer certains rites qui entraînent une mobilisation d'un nombre élevé de personnes. Les gens ont été arrêtés à Doufelgou. C'est récemment qu'ils ont été libérés. Quelle serait la crédibilité et le sérieux d'un gouvernement qui, à Doufelgou et dans beaucoup de préfectures sur l'ensemble du territoire national, la prise de la pierre sacrée, les gens se sont abstenus de procéder aux manifestations qui avaient lieu. Alors, quelle serait la crédibilité d'un gouvernement qui dit à la population éviter un certain nombre d'agissements, notamment d'attroupements et de regroupements, parce que ça comporte des risques en matière de santé compte tenu du contexte sanitaire actuel, et de laisser des acteurs politiques organiser des manifestations dont on ne peut même pas prévoir quel nombre de manifestants pourraient atteindre. Quel serait le sérieux? Qu'est-ce que certains acteurs politiques gagnent à croire que la défiance de l'État, la provocation, serait une méthode pour parvenir, je ne sais à quel résultat? Donc, je crois que nous devons vraiment... Pourquoi l'État cède à justement ce que vous appelez provocation? Non, ce n'est pas de la provocation. Autant si l'État peut arrêter des jeunes gens, notamment à Doufelgou, ce n'est pas parce que c'est chez moi que j'en parle. Parce qu'ils ont désobéi. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à Lomé, parce que quelqu'un s'appellerait, je ne sais pas, Madame Adjamabo, ou serait de je ne sais quelle dynamique. Vous savez, moi, j'aimerais que vraiment nous prenions vraiment au sérieux les défis de santé publique que pose la crise sanitaire actuelle. Et que aussi bien les citoyens que les acteurs politiques qui doivent donner l'exemple évitent un certain nombre de comportements. Et donc, vous savez, parfois c'est avec beaucoup de peine que j'observe certains agissements. Si la supercherie et l'imposture au niveau politique était quelque chose qui pouvait porter des fruits, ça se saurait. Ça se saurait. Donc, il faut que les gens retrouvent leur esprit, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils se livrent aux activités politiques comme cela se fait normalement, en tenant compte du contexte sanitaire actuel et en évitant de se livrer à la défiance à l'autorité de l'État, de se livrer à des provocations. Ce n'est pas nécessaire. On va aller très très vite maintenant parce que le temps imparti est pratiquement fini. Avec vous, on ne va pas passer le temps. On va prendre le 91 13 95, si possible. 91 13 95. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un sincère merci au ministre Bahara pour les clarifications. Compte tenu de l'insuffisance des enseignants, à quand la proclamation des derniers concours des enseignants régionaux? Merci beaucoup. C'est un enseignant volontaire qui nous pose la question. Cela sera fait rapidement parce que justement, nous voulons que les résultats soient proclamés, que les enseignants puissent être formés et déployés sur le terrain parce que le déficit et le manque d'enseignants dans beaucoup d'établissements est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Vous dites bientôt. Quand l'État dit bientôt, ça peut être... vous savez, il faut... Est-ce que vous avez... Non, il ne faut pas bâcler non plus
l'appréciation des résultats. Il faut le faire de manière rigoureuse et sérieuse. C'est des dizaines de milliers de candidats que nous avons enregistrés. Mais on pourrait dire dans un mois, dans 2 mois. Non, dans je 3 crois mois. que d'ici un mois, on aura proclamé les résultats. Alors, il en est de même des résultats de certains concours qui étaient encore pendants et en suspens, notamment le concours de l'agriculture qui date de janvier 2020, le concours de la santé. Nous venons de lancer aussi un concours de recrutement des inspecteurs, conseillers pédagogiques et d'orientation. Mais ça, c'est un concours interne. Le dernier concours du 15 janvier pour le compte du ministère de l'économie et des finances, nous allons faire diligence. Et il est d'ailleurs prévu d'autres concours en 2021. Justement, on voilà parle la ici d'un concours de recrutement des élèves inspecteurs. Voilà la preuve d'un pays qui avance, qui progresse et qui enregistre des résultats concrets. Oui. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez répondre à ces téléspectateurs? Vous avez lancé le concours de recrutement des élèves inspecteurs et d'élèves conseillers pédagogiques. Les conditions demandées sont très lourdes, ce qui fait que beaucoup d'enseignants ne pourront pas passer ce concours. Grâce, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut revoir l'âge, l'ancienneté, le poste, etc. pour ce concours? Non, on ne peut pas revoir considérablement l'ancienneté parce qu'il faut un minimum d'expérience pour devenir inspecteur ou conseiller pédagogique ou d'orientation. Notamment en ce qui concerne l'âge, nous avons examiné la question avec le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Nous allons voir ce qui est faisable, tout en tenant compte du fait qu'on veut des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et d'orientation qui pourraient servir l'éducation pendant un nombre appréciable d'années. Si nous mettons au-delà de 50 ans, connaissant l'âge de départ à la retraite, cela signifie que nous n'allons pas obtenir tous les résultats recherchés. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes pris par le temps. Nous espérons vous revoir. Après les 100 jours, ce serait les 200 ou les 300 jours? Non. La communication, l'information en direction de nos concitoyens, c'est une tâche permanente. Je vous ai dit que nos concitoyens ont le droit d'être informés, d'avoir les explications, de savoir où l'État est en train d'aller, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour eux. Et éventuellement, cela peut déterminer à la fois leur soutien, leur engagement et leur mobilisation. Mais cela aussi peut entraîner la possibilité pour eux de critiquer et de faire des propositions pour améliorer. Et donc, nous allons nous améliorer en matière de communication, en matière de partage d'informations avec nos concitoyens. Nous allons être le plus souvent sur le terrain, interagir et être à l'écoute de nos concitoyens. Merci et bonne continuation à vous. Nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Nous remercions Gildas Yoma Jacob pour la réalisation. Sylvain Adjigli était au studio avec Thomas Choi, Nam François. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.